Vous êtes passionné de livres? Suivez Bien-être littéraire, votre émission de littérature sur Radio Bien-être, tous les dimanches de 14h30 à 16h. Échangez avec des écrivains et recevez en bonus des livres dédicacés. Présentation Yann Aka. Dimanche 10 avril 2014, nous sommes à l'émission Bien-être littéraire sur la 94.0 FM. Chers auditeurs, bonsoir. Il est de coutume de débattre sur un livre et le livre qui fait l'objet de notre débat ce jour, c'est Confidence. L'auteur, c'est Michel Gbagbo. Malheureusement, il n'a pas pu être présent et nous sommes en compagnie de Iriebi Benjamin, qui est auteur, écrivain, auteur de Sénabou ou la conquête de la liberté, et aussi avec Manchini de Fela, critique littéraire, écrivain. C'est avec eux que nous allons passer cet après-midi. Il y aura aussi Josué Guébo, le président des écrivains ivoiriens. Alors nous allons échanger surtout sur le livre de Michel Gbagbo et sur bien d'autres événements. Alors bonsoir Iriebi Benjamin. Bonsoir, c'est pas Iriebi Benjamin, c'est Benjamin Irie ou bien Iriebi Irie Benjamin. Benjamin Irie ou Irie Bi Irie Benjamin. Irie Bi Irie Benjamin. Bonne arrivée sur la 94.0 FM. Merci Yann. Bien-être littéraire, c'est ta première fois? Oui. Alors, quelles sont tes nouvelles? Oh, il n'y a rien de grave. Je pense que Bien-être littéraire, c'est notre émission à nous tous, les écrivains, et c'est une émission que nous suivons. C'est bien dit. Alors donc, je ne suis pas étranger ici. Peut-être je viens d'arriver dans le local, mais Bien-être littéraire, je connais depuis. Oui. Alors, ton livre, Sénabou, la conquête de la liberté, ça se vend bien? Bon, il faut dire que le livre est assez cher, hein. Assez cher, 6500, c'est cher parce que nous avons des raisons que ce soit 6500. Mais à l'image des consommateurs de livres en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas assez. Alors donc on ne peut pas dire que le livre se vend assez bien. D'abord, les livres qui sont à 3500, 2000 ne se vendent pas bien. C'est pas un livre de 6500 qui va s'arracher comme des petits pains. Mais ce qui est intéressant à notre niveau, c'est que l'idée passe. Si l'idée passe, si nos messages passent par rapport à notre politique de communication, c'est déjà satisfaisant pour nous. Mais ça sort quand même par rapport à d'autres livres qui ont ce coup-là. Et étant donné que nous sommes un jeune écrivain, déjà à ce niveau de 1 an, le bilan que nous avons fait est très positif, largement positif. D'accord. Mais quelle est la raison de ce coup-là? D'abord, il faut dire que le livre est accompagné d'une œuvre discographique. D'accord. Alors donc un CD est musical. Voilà. Donc il faut dire que le CD coûte 3500 et le livre fait 3000. Ça c'est une particularité. Hein. Oui, bien sûr, parce que le livre est un fondement philosophique de notre mouvement, qui est une ONG qui fait la promotion de la paix et du développement durable. Donc nous avons bien voulu permettre à ceux qui n'aiment pas lire de pouvoir capter notre message. Voilà, c'est pour ça que nous avons bien voulu que ce soit accompagné. Alors, voilà. Merci Benjamin Irie. Alors, nous sommes aussi en compagnie de Manchini de Fela. Bonsoir Manchini. Bonsoir Yann. Quelle est ton actualité? Ben Yann, je suis là. Hein. Il n'y a pas d'actualité particulière. Il n'y a pas d'actualité du moins particulière. Écoute, c'est le même train-train. On vient les dimanches pour faire la critique. Je viens les dimanches donc pour faire la critique des œuvres littéraires de tous les écrivains ivoiriens. Voilà, donc il n'y a pas d'actualité particulière en tant que telle. Voilà. Donc Yann, c'est ça. Hein. Il n'y a rien de particulier, quoi. Je suis là, c'est tout. Alors merci pour ta fidélité. Merci de toujours nous accompagner. Tu es presque disponible. Merci Manchini. Non, je suis surtout disponible quand il s'agit de littérature, quand il s'agit de rencontrer donc les écrivains, de faire la part belle aux lettres. Tu sais, je suis un vagabond littéraire, donc voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir aider aussi les écrivains. Alors tout à l'heure, il y aura le président des écrivains ivoiriens, Josué Guébo, avec qui nous allons échanger. Je voudrais, au nom de notre auteur, Michel Gbagbo, présenter les excuses à tous nos auditeurs
Suite à un empêchement, il n'a pas pu être présent. Il sera programmé bien évidemment de manière ultérieure et nous allons échanger. Nous allons permettre à nos écrivains présents de souffler un peu avec un peu de musique que nous dédions à tous nos auditeurs. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it, although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Vous êtes passionné de livres? Suivez Bien-être littéraire, votre émission de littérature sur Radio Bien-être
tous les dimanches de 14h30 à 16h. Échangez avec des écrivains et recevez en bonus des livres dédicacés. Présentation Yann Aka. Nous voilà de retour sur l'antenne. À l'antenne, je vous avais dit qu'il y aurait la présence du président des écrivains, Josué Djebo, qui est là. Bonsoir, président. Bonsoir, cher frère. Comment tu vas? Très bien. Ah, j'ai présenté déjà tout le monde, il ne reste plus que toi. Quelles sont tes nouvelles? Content d'être avec vous. Je suis encore plus heureux d'être là. J'étais déjà bien, mais là, je vous vois, je suis encore plus content. Ah, merci, président. Alors, nous sommes dans la rubrique Actualité littéraire. Et c'est dans cette rubrique que nous parlons de tous les événements qui ont meublé l'environnement du livre. Est-ce que tu as une information à communiquer aux auditeurs concernant un événement littéraire? Oui, absolument. Vous savez que le monde du livre est en effervescence. Et vous avez déjà pu voir sur les panneaux de la ville d'Abidjan le salon du livre d'Abidjan qui est annoncé pour les 5, 6, 7, 8, 9 novembre. Donc je pense que c'est l'actualité majeure de ce trimestre. Et je m'associe au ministère de la Culture, de la Francophonie pour annoncer cet événement majeur, cet événement majeur du monde littéraire, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Et donc je commence par cela, le salon du livre ici là. Il est en mouvement, il y a une effervescence qui se présente. Et donc nous sommes associés, nous sommes invités à nous mobiliser pour donner un succès optimal à cette rencontre. D'accord, mais quelle est la particularité de cet événement cette année? Oui, cette année particulièrement, je n'ai pas encore les détails, à savoir les pays qui sont invités, mais je sais que chaque SILA est une réalité nouvelle. Depuis bientôt 3 ans, on le fait sans discontinuer. Je sais que cette année, ne serait-ce que pour le temps que nous avons de préparation, vous voyez un peu au niveau de la communication, l'événement est annoncé 3 mois avant sa tenue. Pour moi, c'est déjà un élément de spécificité, mais le contenu, il reste à situer. Et je pense qu'avec les différentes réunions préparatoires qu'il y aura, on pourra être situé avec plus de précision. Voilà. D'accord, merci président. Une autre information? Oui, pour l'instant, disons celle-ci et puis les autres viendront. D'accord, alors, Mochini. Écoute, la seule information pour moi, c'est bien sûr le prix qu'a remporté le président de l'association des écrivains. Bien sûr. Je pense il me donne l'occasion là de le féliciter parce que j'avais une interview. Il faut expliquer aux auditeurs. Oui, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Non, attends, mais je pense qu'il est là. Il le fera lui-même. Moi, j'avais une interview avec lui, malheureusement, qui n'a pas eu lieu faute de santé. Mais bon, santé je pense à mon niveau, à moi, parce que là, il est là. Je profite de ton antenne donc pour lui présenter déjà les excuses parce que ça m'a tellement chicoté que bon, j'ai pas pu véritablement lui faire signe. Mais je pense qu'on le fera cette semaine parce que cette interview, je la lui dois. Ouais. Elle est impérative, elle est utile en tout cas pour tous les écrivains. Ok. Voilà. Alors, merci Mochini. Poésie. Félicitations au nom de la radio, au nom des auditeurs. Nous te félicitons pour ton prix. C'est le prix Chikaya Outamsi. Félicitations. Mais qu'est-ce que c'est en fait ce prix-là? En fait, le prix Chikaya Outamsi est le grand prix de poésie. Je pense que c'est le plus grand prix de poésie en Afrique noire subsaharienne. Non, même au-delà. C'est l'un des prix majeurs de l'Afrique. Parce que j'ai failli dire en francophonie, mais en fait, c'est pas un prix francophone, puisque le prix a été déjà remporté par des auteurs non francophones. D'accord. Je sais que Ni Osundare du Nigeria l'a déjà remporté. Un auteur Mazizi de l'Afrique du Sud l'a déjà remporté. J'ai failli dire Afrique aussi, mais je sais que René Despetre d'Haïti l'a déjà remporté. Et donc je pense que c'est l'un des prix majeurs de la poésie mondiale. C'est un prix international. Il n'est ni francophone, ni exclusivement francophone, ni exclusivement africain. Parce que quand je regarde la brochette des auteurs qui l'ont remporté, c'est une ramification très large. C'est un prix qui est initié par le forum d'Assila, le Moussem. C'est quoi tout ça, le forum d'Assila? Oui, Assila est une ville. Pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre. Alors j'explique. Le terme festival se dit Moussem. Ah d'accord. Voilà, donc le Moussem au Maroc. Et ce festival a été initié depuis très longtemps. Et Chikaya Outamsi, qui est une figure majeure de la littérature francophone, y participait. Et quand il est mort en 88, à partir de 89, le prix a été instauré. Et donc le prix récompense chaque année une œuvre littéraire, chaque 2 ans plutôt, une œuvre littéraire qui s'est caractérisée
disent les organisateurs par son excellence et son originalité. D'accord. C'est ainsi que des auteurs comme Édouard Monique de l'île Maurice, René Despêtre d'Haïti, Jean-Baptiste Atilouta du Congo et bien d'autres, Niyi Osundare du Nigeria l'ont remporté. Donc il est attribué chaque 2 ans. Et donc c'est l'un des prix majeurs, comme je l'ai dit, de l'Afrique, aussi bien francophone comme anglophone. C'est un prix international mais qui est soutenu aussi par l'UNESCO. D'accord. Voilà. Ok. Merci, Président. Alors, Iriébi Benjamin. Benjamin Irié. Benjamin Irié. Benjamin. Et autant pour moi. Benjamin Irié. Oui, alors, d'autres. Tu as un commentaire concernant le prix? Alors, vous savez, le président Josué Guibo, au-delà de sa fonction de président, est un frère à moi. Et ce que je peux dire, je voudrais d'abord lire le chef poème. Je t'en prie. Parce que nous sommes ici pour célébrer la poésie, je pense bien. Alors, si vous me le permettez. Vas-y. Rage de fauve dans la chair des côtes, promesses, formelle d'incendie, aux joues de nations chrysalides. On ne célèbre pas, on ne célèbre pas. La naissance de l'or noir, on la pleure ici. C'est que l'or ne germe du berceau, de son caveau, que pour attiser le feu de faim fossile. Merci Josué. Ok. Merci Irié pour ces coups de poing de notre cher Josué Guibo. C'est sa spécialité. Hein. Voilà, en poésie, il donne vraiment de véritables coups de poing. Et pour nous autres, en tout cas, critiques, ça nous fait toujours plaisir. Donc, au-delà des talents de poète du président de l'association des écrivains, moi j'avais quand même une question à 2 volets à lui poser concernant le prix Chikaya. D'accord. Alors, Josué, pourquoi toujours un silence, j'allais dire bavard autour des prix? Pourquoi faut-il toujours attendre un temps? C'est un mystère. Un temps de nuages pour voir un lauréat sur un prix jamais présenté aux écrivains? En réalité, les prix sont des compétitions. Et vous savez que les compétitions ne sont engagées que par ceux qui les organisent. C'est cela. Je prends le cas de prix Adi Zaourou, dont nous avons l'initiative. Nous pensons avoir communiqué là-dessus très largement. Mais nous ne sommes pas initiateurs, par exemple, du Grand Prix d'Afrique noire. Ce ne sera pas à nous d'en faire la publicité. Je sais que les auteurs ivoiriens ont participé à ce concours et l'ont remporté, mais nous n'avons pas l'initiative. Et je pense que s'il y a une relative, j'allais dire, un nuage ou un relatif silence autour des prix, il est tout relatif. Il nous appartient. Ça fait partie de la compétition de nous renseigner. Un auteur qui vient en compétition mais se renseigne sur les concours en présence. C'est cela une partie du concours aussi. Oui, ce que je vais dire plutôt, Josué, c'est que en tant que président de l'association des écrivains, je pense que pour une association, en tout cas qui est l'association des écrivains que vous dirigez, il est coutume en tout cas cela est du ressort du bureau de pouvoir informer quand même les écrivains de l'existence d'un concours, de l'existence d'un prix. Il n'est pas question de communiquer sur le prix, mais d'informer au moins les écrivains désireux, par exemple, de participer à ce concours. Parce que moi, je ne sais pas combien de personnes ont participé au concours. Je ne sais pas grand-chose du concours. Je pense que pendant l'interview que que tu vas m'accorder, bien entendu, si je veux bien. Oui, je dis que tu, si je veux bien, que tu voudras bien m'accorder. Ben, écoute, je pense que j'aurai l'occasion de poser toutes sortes de questions. Mais en fait, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas. On apprend et on apprend toujours quand il y a un lauréat. Concernant et d'ailleurs concernant le prix Adi Zaourou, je pense très bien que au départ il était question d'un prix, je crois, de poète en herbe, ou d'écrivain en herbe. Il faut fractionner les questions. Je pense que ces 2 questions, finissons la première partie de la question et puis on aborde la seconde partie. Alors vas-y. Alors pour le premier volet, je pense avoir suffisamment communiqué sur plusieurs prix qui ont prévalu. Sur le prix Chikaya Otamsi, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps,
je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de communiquer particulièrement, mais je pense déjà avoir eu dans le réseau des différents écrivains donné l'information selon laquelle il y avait tel ou tel prix. Je ne crois pas qu'il y ait un silence absolu autour de tous les prix qui ont prévalu. J'ai déjà présenté plusieurs fois des possibilités de concours. Ça mérite d'être souligné. Concernant le prix Chikaya Tamsi, j'ai été approché moi-même à la dernière minute. Je veux dire que c'est une course contre la montre. De toute façon, aucun Ivoirien ne l'a jamais remporté. Là, ici, à 26 ans, je ne suis pas certain que mes prédécesseurs aient déjà parlé de ce prix-là. Je n'en suis pas convaincu. Moi-même, je l'ai découvert à l'occasion d'une rencontre que j'ai eue au niveau des écrivains de l'Afrique. L'année dernière, au nom de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, j'étais allé au Sénégal. Et là, j'ai rencontré les différentes personnalités du monde littéraire. Et il m'a été dit qu'il y aurait un concours. Mais je n'avais aucun tenant, aucun aboutissant. C'est pratiquement au mois de mai que j'ai une information. Il m'a été dit, écoutez, il y a un tel prix. Je n'avais pas le document. Cela dit, le prix a été, j'allais dire, lancé au Sénégal. D'accord. Et il y a eu une communication par voie de presse. Cela a été relayé, me semble-t-il, par Henri Nkumo. Sur les réseaux sociaux. Non, je crois, oui, par Internet. Non, c'est la proclamation. Non, avant la proclamation. Il en a parlé, je pense. J'ai pu le voir en ligne. J'étais en France au moment où cela se déroulait et j'ai déposé mon texte un peu en catastrophe. Voilà. Mais je pense qu'il faut dépasser les considérations individuelles parce que vous remarquerez que moi, je n'ai pas communiqué dessus. Je n'ai pas informé les écrivains de ce que j'ai remporté un prix. Bien ça sûr. Aussi, il faut le souligner. Parce qu'on me dit, qu'on entend dire, je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai ni parlé du concours quand il était lancé. Par l'une des formes, je n'en parlerai quand je l'ai remporté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai fait aucune communication me concernant sur ce prix-là par les canaux où je vous parle habituellement. Et donc ça, il faut le souligner. Et moi, je voulais rebondir un peu sur la préoccupation de Mancini. Ce que moi, je souhaiterais... Non, c'est pas une préoccupation, c'est une question. Oui, bon, écoute, moi je pense mais pour lui, c'est une préoccupation. Ça le préoccupe, donc c'est normal. Oui, bien sûr. Voilà. Donc moi, je me dis que est-ce qu'il ne serait pas intéressant de coopter parmi certains écrivains, les préparer quand même à des concours? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité comme ça? C'est-à-dire que le président essaie de voir... Ce serait excellent. Voilà, et puis coopter des gens, parce qu'il faut la relève. On a notre président qui a eu un prix, il faut qu'il y ait d'autres personnes aussi qui aient des prix. C'est là mon rêve. Voilà. Il faudrait déjà que les écrivains viennent, qu'on les appelle, qu'on les rencontre. Toi, par exemple, quand il y a une rencontre, je te vois, mais il y en a que je ne vois pas. Je ne vais pas leur faire la police. Il faudrait déjà qu'ils viennent. S'ils viennent, on en parlera sans problème. Je suis ouvert à cela. On va communiquer. Je communique dans la mesure de mes possibilités. Mais quand il y a une rencontre d'écrivains, il faut déjà venir. Ce serait déjà intéressant. Ce serait un bon début. Ok, merci, Président. Alors, Benjamin. Oui, bien sûr. Alors, moi, Yann, il ne faut pas qu'on soit tendu. Yann, j'ai ma seconde question qui traîne. Bon, oui, attends. Il y a 5 minutes avant le... Non, il va y aller. Je pense que c'est la même volée. Tu parlais des Adi Zaourou, tout à fait, on peut en parler. Oui. Donc tout à l'heure, je parlais en fait du prix je parlais du prix Adi Zaourou qui avait été lancé, ma foi, je pense, par l'AEC. Et donc qui concernait donc les écrivains en herbe. Et puis après, donc nous avons vu d'autres écrivains qui n'étaient pas en herbe, bien entendu, qui étaient déjà des écrivains confirmés. Alors moi je me pose la question, est-ce que s'il y a eu des changements, bien entendu, est-ce que l'information a été relayée, est-ce que la communication est vraiment bien menée par l'AEC? Bon, c'est la question que je voulais poser. Au niveau de Adi Zaourou? Oui, c'est sa question. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Je pense qu'il y a eu un quiproquo. Quand Mancini parle d'écrivains en herbe, nulle part dans le texte, dans le règlement intérieur qui était largement diffusé, affiché ça et là en Abidjan et sur les réseaux sociaux, comme dans le réseau des écrivains, nulle part n'a été question d'écrivains en herbe. Nous avons dit des textes inédits. Un texte inédit peut être produit par un auteur déjà confirmé, comme par un auteur débutant. Maintenant, on peut employer l'expression auteur en herbe. Okay. Une fois que le texte est inédit, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais il n'est pas exclu que par la suite, le prix Adi Zaourou ait plus de force. Par exemple, le jour du lancement du prix, en présence de Pastere Titinga, qui est une figure forte de la francophonie, une figure forte de la littérature africaine, il a suggéré que le prix Adi Zaourou dépasse le strict cadre des inédits et qu'il aille au-delà de la Côte d'Ivoire. Je pense que pour les prochaines éditions, on peut le prendre en compte. Mais pour ce qui concerne la première édition, le texte n'a pas été modifié. Il a été largement diffusé
il a été dit texte inédit. Il n'y avait pas de limite d'âge. Un auteur ayant déjà publié des ouvrages pouvait publier un texte inédit. La seule contrainte, c'était que le texte soit inédit. À la différence d'un prix comme le prix Tigao Tamsi qui demande que l'on mette en compétition des ouvrages déjà réalisés. Parce que j'allais te poser la question quand tu as dit c'était sous la pression, la contrainte du temps que tu as présenté tes textes. Oui, mon texte. Voilà ton texte. Si c'était les livres, les ouvrages qu'il fallait présenter ou c'est les textes en fait. Oh, c'est le livre que j'appelle le texte. C'était un livre. Il faut présenter un livre. D'accord. Mais je dis qu'on communique. Chaque 2 ans, le prix est attribué. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons une large communication là-dessus. Mais encore, je répète que j'ai respecté la logique de ma démarche. N'ayant pas eu le temps de communiquer sur la compétition, ben, je n'aurai pas le temps de communiquer sur les résultats. Certains ont su que j'étais en compétition, ils ont communiqué. Ils ont su que j'ai remporté le prix, ils ont communiqué. Je respecte leur démarche, mais je pense qu'on peut chaque fois l'améliorer. C'est solidaire. Comment? C'est solidaire. Oui, c'est la solidarité, c'est une très bonne chose. J'ai vu un auteur qui m'a dit, on va te célébrer, c'est une promesse. Je ne suis pas allergique à la célébration, ben, je suis ouvert. Ok. Alors, Benjamin Rier, Oui. tu avais une question. Il y a 1 minute avant de passer au top horaire. Bien, je pense que notre invité, c'était Michel Gbagbo. Bien sûr, on va en parler dans... Oui, j'arrive. Tu m'as donné le temps, laisse-moi parler. J'aime la liberté. Alors donc, je pense que le président de l'association des écrivains connaît bien Michel Gbagbo. Oui. Il n'est pas là. Est-ce qu'il peut nous dire un mot par rapport à Michel très rapidement? D'accord. Alors, vas-y. Alors, je n'ai pas pu... je pense entre l'organisateur de cette séance et moi, il y a eu un léger malentendu. C'est-à-dire qu'au moment où il était question que je vienne avec lui, je pensais qu'il avait déjà contacté. Lui aussi pensait que j'avais déjà contacté. Mais je pense que c'est une chose que nous voulons nous excuser auprès des auditeurs parce que nous n'avons pas l'occasion de pouvoir nous entendre, nous comprendre aussi facilement. Je pensais qu'il avait déjà contacté et moi, il pensait que j'avais déjà contacté. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, on va pouvoir le régler pour qu'on ait une séance avec lui pour échanger à bâton rompu. Il est membre de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Okay. Yann fait un travail très intéressant et je veux le féliciter au nom de Mela ici. Je l'avais déjà fait en d'autres lieux, mais je tiens à le féliciter de façon solennelle parce que le travail qu'il fait est un travail important. Il est très suivi et je pense que c'est un travail qui rentre dans le droit fil des missions qui nous sont confiées. Il ne faut pas forcément attendre du président qu'il fasse tout. Qu'il soit dans le bureau aussi. Oui, je veux dire qu'on peut agir par bonne volonté. Le travail qu'il fait est intéressant. Je tenais à le saluer pour cela. La convivialité, la rencontre des écrivains, c'est l'affaire de tous. Et Yann l'a compris, et moi je pense qu'il faut l'encourager dans la matière. Merci Président. Alors c'est l'heure du top horaire. Après il y aura la rubrique l'auteur de la semaine. Nous allons aborder l'œuvre de Michel Gbagbo et du président des écrivains, Carnet de doute. Vous êtes passionné de livres? Suivez Bien-être littéraire, votre émission de littérature sur Radio Bien-être, tous les dimanches de 14h30 à 16h. Échangez avec des écrivains et recevez en bonus des livres dédicacés. Présentation Yann Aka. Radio Bien-être, la radio du bonheur. Vous êtes passionné de livres? Suivez Bien-être littéraire, votre émission de littérature sur Radio Bien-être, tous les dimanches de 14h30 à 16h. Échangez avec des écrivains et recevez en bonus des livres dédicacés. Présentation Yann Aka. Nous voilà de retour. L'œuvre qui fera l'objet de notre débat, c'est Confidence de l'auteur Michel Gbagbo. Il sera programmé une prochaine fois. Et, en sa présence, voilà. Il aura l'occasion de se défendre. Il aura l'occasion de se défendre. Devant nos coups de poing. Devant le coup de poing, bien sûr. De qui? Bochidi, tu seras là. On va voir aussi si notre aîné Henri Nkomo sera disponible. Oui, ce serait une très bonne idée. On va l'inviter. À propos, c'est Henri Nkomo qui a présenté le livre la première fois qu'il était dédicacé. Ah bon? Oui, c'est Henri Nkomo qui l'a présenté. La première dédicace a été l'affaire de Henri Nkomo. C'est-à-dire la critique lors de la dédicace. Exactement. Non, la présentation. Je peux pas dire la présentation parce que c'est pas vraiment une critique. C'est lui qui a présenté le livre la première fois que Michel le dédicacé. Alors on fait un coucou à Henri Nkomo qui s'il nous écoute. Et de toute façon, il écoutera l'émission aussi en ligne. Alors, Manchini, ta lecture, ta critique sur l'œuvre Confidence.
Alors, Michel Gbagbo, on devine aisément le personnage, la personne. Ce nom rappelle aussi bien donc les chants de belles fleurs que les tempêtes les plus délirantes et même les ADN perdus. Le privilège donc de ne pas l'avoir, franchement, moi me désole très sincèrement. Le fils de l'ancien chef d'État ivoirien, donc qui a connu un mandat taché de plus de larmes que de joie, fait des confidences. Michel, et nous le savons tous, est passé des rires qui montaient jusqu'à nos toits aux larmes et l'âme des plus lunatiques. Confidence pour prévenir la base, peut-être qui venait se loger dans le dos de notre nation. Confidence pour chanter et danser l'amour, bien sûr qu'on y trouve tout. De la colère au renouvellement intérieur, l'ambulance passe dans ce livre. Oui, on ne peut toucher les étoiles interdites, ni passer ces neiges éternelles sans y être déjà descendu. On ne peut savoir dire gloutonnement que l'enfer est tout près du trône si on n'est pas passé par là. Ces cachets qu'on vous oblige à avaler, ces poignées de main hypocrites que vous donnez avec votre plus beau sourire, ces menaces que vous recevez comme des blagues et qui amusent votre trône, ces innocents qu'on présente comme des vampires, ces soldats en armes qui se targuent d'être justiciers, ces prisonniers qu'on ménage comme des produits avariés, ces confidences que seul un livre peut garder secret. Et Michel nous sert ce cocktail habilement planté dans nos palais, avec des sons mélodieux, des rimes voyageurs et des images qui accouchent l'odeur du ciel. Parce que c'est dans ces arrachements, donc de douleur, que se relève le héros sans peur, dans le vent de l'heure glacé de sueur. Ces confidences donc parlent à nos âmes, larguées par les mensonges, les barbouzes et faux complots. Elles parlent aux Africains, à leur indépendance truquée, à ces sorciers blancs qui se nourrissent divinement des labeurs de nos mains, à cette catégorie de chefs d'État qui espèrent par leur pensée. Confidence est un livre courageux, doré d'oracles, qui ne se contente pas seulement de battre des ailes, mais de soigner les esprits tortueux et barbares. Michel lève son verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. De Thomas Sankara à tous les prisonniers et cannibales politiques qui ont laissé leur vie entre les mains des dirigeants dangereux. De tous les proscrits de ces géoles pourris à tous ces vieux corrompus et ces criminels imbus en promenade en blanc sur nos îles. De ces agents de palais aux bourreaux. Et ce livre se confie et putréfie l'horreur. Vraie barbe de la division. Michel lève son verre à ceux donc qui ont su ne pas se taire, avec une poésie au soleil. Oui, partout sur nos terres, les hommes repoussent chaque jour les limites de l'enfer et à sa manière, ils cherchent à faire une différence dont pourra se procurer toute une génération oubliée, sacrifiée, talonnée, ce peuple balafré par le déshonneur et les orages à caveau ouvert. Pourtant, chaque matin, le rituel amoureux, il vient par bien des chemins détournés, à l'heure où le froid tout ensommeillé s'en retourne à son logis nuageux. Oui, Michel s'en vient là, le cœur passionné à sa Côte d'Ivoire silencieusement aimée, et caresse du regard ses larmes, parfumant l'aube de son charme, pour chanter l'amour, pour la voir resplendir, et lui de savourer cette alchimie liquide avec son âme. Il veut à présent revenir cultiver les champs de son avenir, même si ses souvenirs de prison ont laissé des marques, des gémissements de martyrs oubliés. Il refuse de monter sur le cheval fou. Même si Paris sème le deuil, trucide nos enfants et franchit le seuil, Michel lui serre la main à l'amour, fait la cour à la justice, à l'honneur et à l'affirmation de soi. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourd et prendre ce nouveau détour, pour rêver d'un demain qui serait juste et équitable et se serrer les mains pour arrêter tous les scandales. Que ce soit l'autre bord de la mer ou en plein cœur de notre Côte d'Ivoire nationale, levons-nous vers et regardons de l'avant avec optimisme pour qu'il y ait un vent de changement. Alors, merci Manchini. Bon, disons, qu'est-ce que tu retiens de tout ce que tu as dit de l'œuvre de manière résumée? De manière résumée, si. Simplement que l'œuvre de Michel, donc l'œuvre de Michel nous parle donc d'amour, nous parle de la politique intérieure de notre pays. Il retrace un peu sa vie en tant que simple citoyen, donc ivoirien, voilà, qui a connu quelques moments donc de travers, et en tant que citoyen aussi, qui a regardé de près donc la politique de son pays, qui a connu un 6 novembre une journée très noire, sinon une soirée très sombre. Il en parle, il parle de la prison, il parle de là où il est passé, de là où d'aucuns sont passés. Donc voilà un peu ce dont il parle. Ok, merci Manchini. Alors je voudrais demander à Benjamin Irié, si on remarque bien ce texte poétique, ces textes poétiques respectent un peu les règles de la versification. Merci Yann. Moi je pense que en tant que Benjamin Irié, j'aime pas
véritablement m'attarder sur ces histoires de versification. La forme. de temps. Oui, j'arrive. Vas-y. Je veux parler avec mon cœur, je veux ressentir certaines choses. Vas-y. Donc, ne m'emmène pas dans ce carcan parce que ça va m'emmener à réviser mes leçons. Je vais être au-delà de ça. Ce que je veux retenir, c'est que, comme Mancini l'a dit tout à l'heure, il a présenté l'auteur qui est le fils d'un ancien chef de l'État. Alors, nous sommes ses contemporains. Nous avons vécu une histoire et nous continuons de vivre une histoire. Alors, en tant que des écrivains, je pense que nous devons être engagés, nous devons vivre notre temps. Et donc, par rapport à ça, je pense que je n'ai pas lu l'œuvre et Confidence me ramène quand même à savoir un peu, l'auteur n'est pas là, à savoir un peu ce qu'il pense, ce qu'il a pensé et qu'est-ce qu'il peut partager avec nous. Donc, dans ce cas, comme il n'est pas là, je pense que le président des écrivains de Côte d'Ivoire m'a fait... Il a ouvert la page, je suis tombé sur quelque chose. Que tu veux partager. Tout à fait. Permets-moi je vais revenir encore sur la question. Perbet, oui, pourquoi? Parce que c'est en même temps l'occasion pour les auditeurs de comprendre. Il y a des styles d'écriture avec des vers libres. Il y a des styles d'écriture aussi avec des vers, avec des rimes. Des rimes, oui, en fait. bien sûr. Des rimes. Alors, quelle est la particularité? C'est frappant. Michel écrit avec la métrique classique. Voilà. Vous verrez bien qu'il écrit avec des rimes embrassées. Il respecte les syllabes, etc. C'est-à-dire les chemins AB, BB. Voilà. Si tu il veux. a une écriture, j'allais dire métrée. Voilà, il respecte les règles métriques poétiques. Et donc, Michel, il n'est pas de ceux qui pratiquent la poésie libre. La poésie dite libre. Mais toi, tu pratiques la poésie libre. Oui, par le passé, j'ai respecté cette versification classique. Mais j'ai rompu avec cela. Mais pourquoi en fait? C'est ce qu'on veut comprendre. Avec ma rencontre avec les surréalistes. Quand j'ai découvert André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard, ma vision de la poésie a été révolutionnée. Merci. Quand j'ai découvert Aimé Césaire, ma vision a été révolutionnée. Quand j'ai découvert Zadi Zaourou, Bowie Dali, ma vision de la poésie a été révolutionnée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui communique de si particulier? Je pense que le vers libre est plus en accord avec mon tempérament. La poésie se doit d'exprimer les sentiments, le tréfonds de l'âme. Voilà. Et donc, si vous avez une nature qui peut s'imprimer dans la métrique classique, vous pouvez vous exprimer dans la métrique classique. J'ai beaucoup de respect pour les auteurs qui réussissent et qui sont en conformité avec cela. C'est une forme d'esthétique qui a tout son mérite. Mais je me suis senti beaucoup plus proche des surréalistes, beaucoup plus proche d'un Breton, d'un Aragon, d'un Éluard, d'un Césaire, d'un Zadi, d'un Bowie Dali. C'est une question de tempérament, une question, j'allais dire donc de... Le musicien parle de feeling. Je suis musicien par ailleurs, il parle de feeling. Mais tout à l'heure, tu vas nous... oui, il ne faut pas tricher avec là, je me sens beaucoup plus proche. Sinon, la métrique classique, je l'ai respectée. Peut-être que ça... C'était en accord avec mon tempérament de l'époque. Mais j'ai rompu avec cela depuis bien longtemps. D'accord. Alors, Benjamin Rier. Oui, je pense que le président, il m'a donné un peu raison parce que j'aime pas... Tu aimes la liberté. Je suis un homme très libre dans la tête. Alors donc, permettez, je vais juste lire ça. Tu as la liberté, vas-y. Ok. Ils avaient 20 ans. Le titre... Ils avaient 20 ans, c'est le titre. Okay. Ils avaient 20 ans. Ils avaient 30 ans. C'étaient des hommes, enfants et femmes, pour la démocratie. Pendant 10 ans, ils ont donné leur sang et leur âme. Duel cruel qui frappe maintenant et plonge notre front dans la poussière. De la route loin de la lumière, au siècle rougeâtre baigné de sang. Rien ne souhaite notre cœur, sinon l'innocent espoir de liberté, l'extase de marcher dans son sillon, radieux, qui attendait nos pas pressés. L'homme franc est venu, à massacrer. Tout d'abord la nuit et puis la journée. Il s'est repu du cri des suppliés, a versé du soufre sur nos idées. Ils avaient 20 ans. 30 ans, va savoir. Ils furent fauchés et puis insultés. Ce n'étaient point des hommes, mais des noirs. Ils ne pouvaient rêver de liberté. La liberté. La liberté. Ce poème, tu l'as aimé? Beaucoup. Tu le récites de tout. Oui. Tu le lis avec le cœur. Oui. Et c'est ça pour moi la poésie. Voilà, merci. Alors, Mochini, je voudrais te demander... Il y a certains poètes, comme Josier par exemple, qu'on claque, ou bien en fait, que certains jugent d'hermétique, d'énigmatique, pardon. D'autres le classent difficile à comprendre, avec des thèmes, c'est pas péjoratif, du pédantisme. Je veux bien que tu me prêtes cette question. Ah bon, Mochini, tu permets? Non, il pourra commencer. Par contre, il y a certains qui sont accessibles en fait.
Par exemple, là, tu as lu un passage de Michel. On le comprend, c'est accessible. J'avoue que moi, quand je lis Josué, je ne comprends pas. D'accord. Voilà, là, nous sommes tous sur Facebook dans un groupe qu'on appelle Poète à l'honneur. Je ne fais pas de la publicité, mais je pense que nous avons débattu de ce thème-là. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de poète hermétique, sincèrement. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas rentrer dans la dimension du poète. Alors, je pense que la poésie, étant liée à l'art de la parole, c'est initiatique. C'est initiatique. C'est initiatique. Elle est fermée alors? Non, c'est initiatique, oui. Réservée à une catégorie de personnes. Elle est élitiste alors? Oui, je peux le dire comme ça. Je peux le dire comme ça. Parce que quand moi je lis Josué, certainement certaines personnes me disent, quand je lis Josué, pourquoi je comprends Josué? Je le comprends. Tu comprends moi, je comprends Josué. Je comprends Josué. Même l'homme d'un pont, Josué, je te comprends pas. Oui, moi je comprends. C'est pour ça que je dis, il faut rentrer dans la dimension de la personne. Et pour rentrer dans la dimension d'une personne, il faut essayer de se libérer de certaines choses. Quoi par exemple? Par exemple, je marche avec lui. Mais les auditeurs qui ne marchent pas avec lui, comment? Oui, mais c'est pour ça il faut l'effort de comprendre. Il faut faire l'effort de comprendre. C'est ça aussi la poésie. Je pense que oui, quelque part un jour j'ai discuté avec Machini qui a dit aussi quelque chose comme ça. C'est-à-dire il faut faire l'effort de comprendre. L'effort de comprendre donne toute la beauté à la poésie. Si on doit écrire des poèmes pour que tout le monde comprenne, je pense même que la poésie est destinée à une classe élitiste, comme tu l'as dit. C'est la classe des grands. Vous confirmez, Mochini et poésie? Oui, en fait, je pense que il faut pas dire que certaines personnes disent qu'on ne comprend pas Josué. Il faut appeler le chat le chat. Il y a Tubius Kofi qui a fait une critique de l'ouvrage de Josué Guébo. Ah bon? Qui a dit, je paraphrase, il a dit que le texte était hermétique. Mais moi, je dis toujours qui ne dérange pas se range. Moi, je pense plutôt que quand on n'est pas quand on n'a pas Dieu, on peut pas voir. Et la poésie, c'est comme cela. La poésie n'est pas destinée à un public ouvert. C'est un public fermé qui ne peut pas comprendre la poésie, qui ne peut pas lire la poésie, ne peut pas la comprendre. Alors, Josué, poésie, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Il y a certains de nos auditeurs, certains lecteurs qui veulent bien te lire, te comprendre en fait. Qu'est-ce que tu réponds? Je suis tenté de dire que je n'ai rien à dire parce qu'en réalité, ce que j'avais à dire, je l'ai déjà écrit. Il appartient au lecteur de la mesure de la possibilité. Mais je pense en fait, revenant sur le texte de Tubius Kofi, je pense que c'est un texte amical. Vous savez, j'ai des relations privilégiées avec Tubius Kofi, qui est né sous l'aile duquel j'ai évolué et qui constitue pour moi, en tout cas jusqu'à aujourd'hui encore, une grande sous-inspiration littéraire. Et donc je pense que ce texte-là s'inscrit dans la tradition d'amitié qu'il a eue envers moi. Je pense qu'il y avait une bonne dimension de provocation et de taquinerie dans le texte, au fond. En réalité, je ne pense pas du tout que Tubius me trouve hermétique ou hors de portée. Non, Tubius Kofi me comprend parfaitement. Mais je pense qu'il a voulu me titiller, au fond. Il a voulu me titiller. Il est possible que mes textes ne soient pas accessibles à tous les lecteurs. Mais je ne pense pas que tous les textes soient accessibles à tous les lecteurs. Même les textes pour enfants, on dit à partir de 5 ans quelquefois. Vous voyez bien qu'il y a une marge. Même la littérature pour littérature enfantine. Un enfant de 3 ans ne peut pas lire forcément un texte qui est destiné à ceux qui ont 5 ans. Donc je pense qu'il y a toujours une marge en réalité. Mais je ne crois pas être un auteur particulièrement inaccessible, un auteur pédant. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que je suis un poète. Et comme tout poète, je parle au niveau symbolique. Et le symbolisme implique forcément une marge de dissimulation. Ce qui est symbolique est parabolique. Et ce qui est parabolique n'est pas accessible au premier regard. Je veux dire, je ne serais plus poète si mon texte se livrait, se prostituait. Il a besoin d'avoir un peu de pudeur. Si tout le monde le comprend. Je sais pas, je n'ai pas envie de le dire comme ça. Tout le monde peut le comprendre, je pense. Mais je veux dire, il faut qu'il se fasse un peu désirer. Il faut qu'il y ait un mystère. Tout le monde peut le comprendre, mais un texte poétique a quand même besoin
de se faire désirer un peu. D'interprétation. Oui, et Quand puis, même, et puis quand même Yann, moi je pense que c'est aussi une question de style. Il a dit tout à l'heure que il aimait les vers libres. Il se sent bien dans les vers libres. Moi, j'ai lu tous les ouvrages de Josué, pratiquement 3 ou 4 aujourd'hui. Est-ce que tu as lu le père Noël M. Latieke. Non, Non, c'est un ouvrage pour enfants, franchement. Jamais demandé sommes à toi, tous comment enfants. tu as réussi. C'est un ouvrage pour Non, enfants. Yann, faut pas mélanger. C'est Nous sommes dans une la histoire poésie. de... On est dans la poésie. Nous Là, je sommes parle de dans la Tu dis poésie. que tu as lu tout, je te demande si tu Non, as mais lu. je te parle de tous les En fait, recueils de poèmes. Ce ok, que je veux là, tu dire. précises. Ce que je veux dire. Mancini. Josué écrit très bien. Et je suis désolé. Merci, Mancini. Je suis désolé, ce n'est pas parce qu'il est, ce n'est pas parce qu'il est en face de moi. C'est pas parce qu'il est en face de moi et ce ne sont pas des. Non, mais il est quand même pris. Oui, Yann, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les prix ont leur prix. Ça n'a absolument rien à voir. Josué Guébo est un poète talentueux. Et Mais ça, voilà, je le suis dis. pris Mancini ce soir. Je le dis, non pas parce que Josué, il est devant moi. Josué est un ami. Au-delà de tout, Le prix c'est un Mancini ami. coûte cher. Il a eu là. Et donc, Il est rare. Et donc, j'ai le prix Mancini. ce qui est incroyable, Il est rare, c'est Deloup. c'est quand j'entends dire, qu'il est hermétique, parce que en plus, ce sont des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la poésie qui le dit. C'est ce qui est incroyable. Non, mon chini. Non, mais c'est ce qui est incroyable. Mais je te dis la vérité, Yann. Je te dis la vérité. Oui. Mancini, excuse-moi. Vas-y. Je pense que nous avons fait le tour et nous sommes tous d'accord que le langage poétique n'est pas facilement accessible. Si. Et que ce sont des symboles. Non, il fallait sont des- l'expliquer aux auditeurs. Ce sont des symboles, ce sont des images et ça a besoin quand même d'un minimum d'interprétation. Et il faut avoir quand même, Mancini l'a dit, il faut avoir la vue, il faut avoir la vision. Il faut essayer de rentrer dans la dimension de la personne. C'est l'effort et c'est ce qui rend intéressant la poésie. Voilà, donc je pense que, je veux même dire que la poésie est destinée à ceux qui sont au sommet de la société. C'est pour ça que je dis que c'est une Au classe. sommet de Au la sommet société. À quel niveau? Oui, je veux dire par exemple. Sommet social, oui, social, bien sûr. intellectuel. Parce que quand tu arrives à être, Non, mais- quand tu arrives à être un leader qui dirige par exemple tout un groupe, ça veut dire que tu as un certain niveau de compréhension. Mais il y a certains qui sont au sommet qui disent qu'on n'est pas utile pour l'émergence. Ah oui, mais justement, c'est des choses c'est très important. Si Ils tu disent arrives à que un tout le certain monde peut niveau- être poète. Tout à l'heure, le président Josué Guébo a dit qu'il y a des classes d'âge par rapport à certains types de littérature. Littérature pour enfants de tel âge à tel, littérature pour enfants de tel âge à tel âge. Si tu es un dirigeant, je pense que la poésie quand même, tu dois chercher à entrer. Mais la littérature participe à l'émergence. Faut ouvrir la lucarne. Non, mais mais il y a certains, tu as dit tout à l'heure, hein, c'est réservé à un certain niveau Bien sûr. social et Bien intellectuel. sûr, Mais il y a bien sûr. certains qui ont ce niveau-là, qui ne se reconnaissent pas dans ce que tu dis. Non, ils ont la formation, mais ils n'ont pas le niveau. Non, Yann, il y a une différence entre avoir une formation intellectuelle, comme le dit Irie Benjamin, mais ne pas avoir le niveau. Peut-être ils ont le diplôme. Avoir un diplôme et puis avoir le savoir-faire, c'est vraiment deux choses différentes, Yann. Ok. Bon, Chini, on va revenir un peu sur le livre de Michel. Merci. D'accord. Alors, Benjamin Hirier, Oui. après avoir lu quelques vers, etc., qu'est-ce qui te, enfin, quelle est la particularité de cette œuvre selon toi? Bon, C'est-à-dire après la forme. Irie, en t'as pas besoin de livre pour répondre à la question, quand même. ouais, pourquoi pas. en rentrant dans le fond, selon Oui, toi, bon, avec j'ai quelques pas- j'ai- vers, oui, j'ai quelques vers parcouru que comme tu ça. as lus. J'ai parcouru comme ça. J'ai vu un poème Sankara. J'ai vu quand même des poèmes qui sont dédiés un peu à la liberté. Je pense que c'est révolutionnaire. Je pense que c'est Sa révolutionnaire. technique d'écriture. Bon, la technique d'écriture, Jésus l'a dit. Moi, sincèrement, je suis en train d'apprendre maintenant comment on écrit selon les vers, la versification, les rimes, et tout ça. Donc, je suis pas encore vraiment très spécialisé dans ce domaine-là. Moi, c'est pour ça que je dis que je ressens les choses avec mon cœur. Et donc, en me basant vraiment sur ça, je me dis que ce qu'il a dit est révolutionnaire. Et puis, je ne sens un poète que
par sa parole qui me touche. C'est-à-dire que quand je prends, par exemple, tout à l'heure, j'ai lu un poème de Josué, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai senti. Quand tu es un poète et que tu es devant moi et que tu parles, ou bien que je te lis et que je ne ressens rien, certainement, moi j'ai ma façon de juger, hein. D'autres peuvent juger, mais je vais te classer un peu en arrière, quoi. Mais je pense que quand j'ai lu 2 poèmes de Michel, j'ai senti que ce que moi-même je veux comme combat pour la liberté, je dis bien pour la liberté des Africains parce que je suis dans ce créneau-là, je me dis qu'il est engagé, il est révolutionnaire et il a de l'avenir et il faut le lire pour le comprendre. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Ok, merci Benjamin. Alors, Président, je vais te poser une question. Aujourd'hui, l'édition de la poésie, d'abord, je te pose la question en tant que président des écrivains, en tant que poète également. Aujourd'hui, la lecture de l'édition du genre poétique est vraiment rare. Alors, est-ce que c'est pas le côté hermétique en griffe, vas-y. Hermétique qui rend cette difficulté là d'édition et puis aussi la lecture, l'appréciation aussi du public en fait? Dans tous les cas, nous avons un travail immense à faire en tant qu'amateur de poésie, pas seulement en tant que poète, mais en tant qu'amateur de poésie. Nous devons faire un travail de vulgarisation. Vous savez que la poésie est un genre très ancien. La poésie est plus ancienne que le roman. C'est un genre très ancien. Et elle a survécu à toutes les bourrasques. Et puis la poésie parcourt pratiquement tous les genres. Mais il nous appartient de pouvoir la rendre accessible. Justement. Oui, bien sûr, non, ça je comprends parfaitement. Il faut trouver, il faut innover pour que chaque génération trouve son compte dans la poésie. Et je pense que nous avons un travail à faire à ce niveau. Tous, en tant qu'amateurs de poésie, en tant que poète, en tant qu'éditeur, en tant que libraire, en tant que littéraire en général, nous devons travailler à ce que ce genre important puisse, se pérenniser. Mais en même temps, je ne crois pas que ce soit le caractère hermétique ou des considérations de ce type-là qui empêchent que la poésie soit plus connue qu'elle est. La poésie a quand même dans son essence un rapport très évident à l'élite. Heureusement, aujourd'hui, il y a une poésie populaire, ce qu'on appelle le slam, ce qu'on appelle le slam. Tous ces éléments sont parcourus. Pour moi, ce sont les variantes de poésie. Et donc, à nous de populariser la poésie, à nous de la rendre, accessible au grand public, mais sans la prostituer. Parce qu'il ne faudrait pas que la poésie renonce à elle-même en voulant se dévalorisant. Voilà, il faut qu'elle reste la poésie. Et donc, comment rester la poésie dans les racines, tout en étant à la portée de tout le monde? Donc, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Et nous, en tant qu'association, nous, en tant que militants de l'écrit, nous devons travailler à ce que la poésie soit plus connue. Mais nous ne pourrons pas faire au-delà de ce que la poésie elle-même représente. Parce que si la popularisation de la poésie doit se faire au prix de sa dévalorisation, je pense que c'est un prix que nous ne pourrons pas payer. Bien sûr. Parce qu'il faut que la poésie reste la poésie. Je disais à un ami il y a quelques années que c'est parce que je suis poète que je n'ai pas choisi la photographie. Si je tenais à faire la photographie, si je tenais à transmettre systématiquement ce que je voyais, je serais photographe. Mais le poète, c'est l'autre du photographe. On ne transmet pas systématiquement ce qu'on a vécu. On transmet sublimer ce qu'on a vécu. Avec des paraboles, bien entendu. Exactement. Michel Babo est sorti de prison. Ce texte date de 2006. De 2006, donc de sa première, première expérience carcérale. Ouais. En 92, il s'est constitué prisonnier. Bien sûr. Son père était arrêté. Il allait lui voir la prison pour se dire, écoute, mon père est ici, je me constitue prisonnier. On lui a dit non, retourne chez toi. Il dit, je me constitue prisonnier. Et il a fait la prison. Et donc je veux dire que dans son texte Confidence, on voit bien la marque cicatricielle de la prison. Et ce qui est frappant, le texte m'a parcouru d'amertume. Bien que Michel ait vécu l'hiver carcéral avec ce que cela comporte comme souffrance, le texte a une forme d'humour, a une forme de beauté. C'est la poésie. Et il chante l'humour. Oui, d'humaniste. Mais il y a bien la marque cicatricielle de la prison dedans. Bien sûr. Il parle de novembre 2004, le texte que Benjamin Héry a lu, évoque l'épisode de 2004. Mais il y a des épisodes qui évoquent la prison. Voilà. Et donc je pense que le poète a l'obligation de rester poète. Vous savez, quand on fait de la poésie, on ne cherche pas forcément des dividendes. En tout cas. Moi, je veux bien que la poésie soit accessible à tout le monde, mais je veux dire qu'on n'est pas en campagne. Il faut bien que la poésie reste la poésie. Il faut bien que les lecteurs s'élèvent à la poésie.
Bien sûr, nous ne forçons pas pour corser le texte. Mais je veux dire qu'il faut que la poésie reste la poésie. La critique qui a été évoquée là, de mon texte, je vous dis que c'est une boutade, ça c'est clair. Je n'ai pas voulu répondre à cela parce que je sais très bien que l'aîné a voulu... Certains l'ont pris au pied de la lettre. C'est une boutade. Tibus sait très bien que la poésie est la poésie et que par conséquent, c'est un langage métaphorique. Il est aussi poète. C'est un excellent poète. Ouais. C'est un excellent poète. Et ce texte ne se donne pas au premier venu. Bien sûr. Il ne prostitue pas, il ne triche pas avec la littérature. Et donc, quand il le dit, je sais très bien que c'est pour me chambrer. Certains l'ont pris au pied de la lettre. Mais la poésie est la poésie parce que justement, elle est parabolique, parce qu'elle est symbolique, parce qu'elle est métaphorique. C'est cela. D'accord. Alors, excuse-moi, président, qui est poète? Oui. Qui est poète? Un poète. Je vais savoir aujourd'hui. Un poète, celui capable de s'exprimer en jouant sur le rythme, le son et l'image. Celui capable de s'exprimer, je dis bien s'exprimer, parce que la poésie est expression. Mais sachez-le bien, quand on évoque le lyrisme, sachez-le bien, quand on évoque l'art, en général, étymologiquement, on évoque la poésie. Bien sûr. Le sculpteur, Il fait de la poésie. il fait de la poésie du matériel. Est-ce à dire que la poésie c'est le beau? Oui, La Bien construction du beau? finalement, L'architecture du beau? finalement, la poésie se confond. Aujourd'hui, dans l'étymologie actuelle, la poésie ramène à l'expression écrite ou orale. Mais ça va au-delà de cela. Ah, Il là, y a une poésie de la nature. Il y a une poésie du chant. Pour moi, le terme poésie est superposable à celui d'esthétique. Quand on dit oh, c'est beau, c'est poétique. alors, pour ne pas t'interrompre, je vais lire un texte de Michel. Ça s'appelle Chanson pour Suzy, qui corrobore ce que tu dis. J'allais oublier. Michel est musicien. Ah bon, il joue la oui, guitare? c'est un excellent pianiste. Ah, On a eu à jouer ensemble. comme son père. Bon, aujourd'hui on parlera de lui. Son père n'est pas là. Aujourd'hui on parlera de lui, mais Michel est pianiste. J'ai eu à jouer avec lui plusieurs fois. Et donc ce texte est parcouru de musicalité. Paul Verlaine disait de la musique avant toute chose. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Vous voyez bien que la musicalité parcourt son texte. Je ne suis pas surpris, ce texte fait écho, ou du moins le texte de Mancini fait écho. Tout à l'heure on a eu en Mais le poète, il est poète jusqu'au bout des ongles. Même dans la critique que Mancini écrit, il y a de la poésie. Il y a de la Oui, poésie. il y a la musicalité. Dans une critique voilà. vive qu'il m'a adressée, j'ai bien vu qu'il me parlait poétiquement, car il le doute, etc., etc. Le poète reste poète. Être poète, c'est un art de vivre. C'est une façon d'être. On est comment en fait? On est poète. On est poète. Comment? Oui, tout à fait. On est en poésie, on est en position de poésie. Même quand le poète est acerbe, il reste poète. Mais le poète, Dans la plus virulente de ses critiques, Mancini reste poète. le poète est celui qui a le regard perdu, est celui qui est échevelé. Voilà. Hein? Non, c'est la critique qu'on fait aux philosophes aussi, hein, c'est pas vrai. En fait, c'est une impression. Le poète, au contraire, est un prophète. Un prophète méconnu. Ouais. Quelquefois méconnu, Mais parfois connu, hein. parfois connu. Connu comment? Dadier est connu et Dadier est reconnu, connu. bien qu'il soit poète. Non, méconnu en raison du message qui n'est pas vraiment écouté. Heureusement, certains le reconnaissent. Regardez bien. Vous savez, nous connaissons des romanciers. Mhm. Les romanciers, le constat que j'ai fait, sont de grands auteurs. Mhm. J'ai beaucoup de respect pour les romanciers. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui pratiquent la prose. Et vous voyez bien qu'ils parlent beaucoup plus. Ils parlent généralement à leurs contemporains. Mais les poètes parlent à la postérité plus longtemps que les romanciers. Bien sûr. Je ne connais pas un seul romancier de l'époque de Joachim Dubélé. Encore que le roman n'existait pas encore à cette époque, à ma connaissance. Vous verrez des romanciers, mais j'ai le sentiment que les romanciers les plus anciens font 2 siècles, 3 siècles. Mais les poètes, ils ont la peau dure. Ah oui, les poètes se survivent à eux-mêmes. Mais il y a quelqu'un qui disait aussi que lorsqu'un romancier est d'origine poète, ses récits sont encore plus rythmés, ses récits sont encore plus forts. Si c'est moi qui le dis, on dira que je suis narcissique, bien donc je sûr. m'arrête là. Mais je le crois, je le crois. Alors, je voudrais lire. Mais au fond, je vais te dire une chose. Mon constat personnel, les plus grands romanciers sont les poètes. Exemple. Je ne citerai pas l'exemple. Les plus grands romanciers sont les poètes. Et généralement, Exemple, tu peux Scofi. généralement, ce sont... Non, les plus grands littéraires sont des poètes. Quelqu'un peut... Je prends un exemple tout à fait simple. Hein. Un auteur en Côte d'Ivoire qui n'a jamais écrit un seul texte désigné sous le label poétique. Mais vous lisez ses essais. Vous allez voir que c'est un poète. Seri Bailly. Il n'a pas publié de recueil de Si, poésie. j'ai Mais lu personne Porteur d'espoir. ne peut lui dénier son statut de poète. Bien sûr. Je pense que les plus grands littéraires
pratique la poésie. J'ai lu aussi Enza Bamba. Soit ouvertement. Ah oui, Enza Bamba est une grande plume. Il n'a pas encore fait d'œuvre poétique, mais il n'a pas besoin. Il est Au fond, il n'en a pas besoin. Parce qu'en réalité, tout le monde sait, il n'a rien à prouver du point de vue de la poésie. Je l'ai dit à sa dédicace. Je pense que ces éditeurs doivent le soumettre à tous les concours littéraires. Je l'ai dit en public, je le répète ici. Pour moi, c'est un auteur sérieux. Et de notre génération, c'est l'une des plus grandes voix, de mon point de vue. D'accord. Alors, Posi, je lirai rapidement ce texte, chanson pour Suzy. Belle et élégante. Alors, grand frère Benjamin Rier, s'il te plaît. Parce que toi, tu le lis du fond du cœur. Hein? Tu es poète dans la lecture. Oui, merci. Belle et élégante, elle était. Souriante quand on la regardait. C'est ainsi qu'un jour, sans chaleur, je rencontrais cette douce fleur. Ignorant les regards envoûtés, coquine, espiègle et amusée. Elle flottait dans l'air velouté, saluée de nos âmes piégées. Elle avançait dans l'insouciance, habile du déclin de l'enfance, car elle se râlait de ses feux, qui lui venaient comme un nouveau jeu. Et jamais elle ne perçut le bruit de l'hymne de mon cœur. Chaque nuit, je m'en allais dans la vallée, rêver d'un nid d'amour su à mes côtés. Tu veux que je reprenne? Alors, nous allons mettre une pause musicale et tout à l'heure, notre président, Josué Guebo, nous fera une interprétation musicale, peut-être suivie de déclamations poétiques. Tout ça pour les auditeurs. À tout à l'heure. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Alors c'était Josué Guebo. Il y a Moshini Defela qui fera une déclamation poétique du texte de Michel Gbagbo.
avec un accompagnement de Josué Gebo, toujours en guitare. Président, aujourd'hui, on va t'exploiter. Et le jour où tu seras à l'honneur, ça sera vraiment extrême. Ce jour-là, les feuilles bruissaient dehors. Las, ils entendaient venir la mort. Plaie qui ravage la vie s'étend comme lèpre sur l'écorce du temps. Ne sentant sur son corps les fourmis, il semblait dans l'herbe assoupi. Au loin dormait son rouge képi, triste et seul sur le vent. Ses yeux fixés haut vers l'horizon voyageaient loin de la garnison. Phryné, qu'il aimait innocemment, Las le lui rendit amèrement. Son cœur valsa du fruit de chansons, frémissante dans le vent, rançon, de l'harmonieux duo du noir pie, à la gloire des campagnes remplies. Dans un arrachement de douleur, se releva, le héros sans peur, resté seul dans le vent de l'heure, puis se coucha glacé de sueur, bercé par la bise du levant, et il vit son frère triomphant, doucement, sans trouver sa bouche, ses yeux dormaient, couverts de mouches. Ça s'applaudit. Bravo à Josué Gebo. Alors, c'était Josué Gebo, le président qui jouait la guitare, et puis Manchini qui faisait la déclamation politique. Mais Manchini, c'était quel texte? À Thomas Sankara. À Thomas Sankara. Le plus beau poème pour moi de Michel ce livre. Gbagbo. Alors, nous rappelons aux auditeurs qu'aujourd'hui, l'œuvre qui fait l'objet de notre débat, c'est Confidence de Michel Gbagbo. Malheureusement, il a eu un contraint, il n'a pas pu venir. Nous allons le reprogrammer ultérieurement, et nous allons aussi recevoir Josué Gebo à un prochain rendez-vous sur la 94.0 FM. Mais là, tu vas présenter quelle œuvre? Je pense que logiquement, je vais présenter Songe à Lampedusa. Qui est un texte. C'est le texte d'actualité. Poétique. Oui. C'est celui qui a remporté. Oui, tout à fait, le prix du Cao Tamsi. Mais quelle est la particularité de ce texte en fait Ce texte, bon, la particularité, il aborde la question des naufragés. Vous savez, l'an passé, le 3 octobre, il y a eu plus de 300 personnes qui allaient clandestinement en Europe et qui sont mortes noyées, naufragées aux alentours d'une île italienne du nom de Lampedusa. Et donc, dès le 4 octobre, nous sommes mis en rédaction de ce texte-là qui est un long cri, un cri de souffrance, un cri de dénonciation, un cri d'accusation par rapport à ce drame. Parce que ce naufrage m'a rappelé un peu le départ des Africains vers les terres d'esclavage. C'est la même Méditerranée qui est parcourue. Ce sont les mêmes Noirs qui vont à la rencontre d'autres cieux et qui meurent dans des conditions dramatiques. Et donc pour moi, c'était l'occasion, poétiquement, de remettre sur le tapis la question de notre dignité, notre identité, de nos lendemains meilleurs. Comment est-ce que l'Afrique devient une telle terre de désespérance que les enfants de ce continent sont obligés pratiquement de se remettre eux-mêmes dans les fers. Vous savez que par le passé, ils étaient emportés, manu militari, à leur cœur défendant, mais aujourd'hui, c'est pratiquement eux-mêmes qui se mettent dans les fers. Et donc finalement, la terre elle-même cesse d'être nourricière, elle devient carnassière. Et donc nous avons voulu, par Songe à Lampedusa, apporter une parole d'espérance, dire un peu la souffrance des naufragés, et puis inviter la terre de toutes parts à être maternelle. Je te conterai pour la dernière fois mon histoire, ma vague. J'ai rêvé de toi comme on rêve d'un œil sans paupières. Une histoire habitant mes nuits de veille, les allées de mon espérance enferrée. Je rêvais de toi comme on rêve d'une main simple, d'un jour clair, rêvé de matin où le jour ne tiendrait qu'à la flamme d'un radeau, mais elle serait tout, accord des cœurs faisant fil sous les persiennes des discordes éteintes. C'est comme ça que le texte commence. Voilà. En tout cas, c'est une volonté d'espérance, un rêve de dépassement du drame, du cauchemar, qui est finalement un cauchemar éveillé. Quand la réalité devient un cauchemardesque, quelquefois le rêve devient paradisiaque. Et donc nous avons voulu plonger dans le rêve
pour sortir du cauchemar éveillé. Iri, c'est bandant, le début du texte. Oui, tout à fait. T'es bandé. Alors, Irié, Benjamin. Benjamin Irié, pardon. Encore une déclamation. C'est toi, c'est moi qui vais jouer la guitare. D'accord. Et tu choisis quoi? On prend quelque chose là-bas. Oui, moi je pense que voilà. tu vas lire le pain blanc de la mer. Mais c'est de Josué Guébo. Hein. Oui, c'est de Josué Guébo. Et il n'y a pas de titre, hein? Non, c'est Songe à l'ombre celui-là. Ok. Le pain blanc de la mer serait de nouveau en vitrine, serait à contempler et non à mâchouer. On le mangerait en un sens et non en un autre. Ce serait du pain béni qu'on ne couperait au couteau. Il serait servi selon les règles de l'art. Qui n'en aurait reçu le menu en paierait l'addition. Il serait servi suivant un plan dessiné à l'équerre et au compas. On le mangerait au noir, on le mangerait sans précaution oratoire, sans vergogne. Rôtant, pétant, puissant, à bord d'un radeau, on ne le mangerait d'une dent carriée, on le tiendrait pour profane, ce bon pain complet de la ville. Thank you. Merci, Benjamin Irié. Mais tu vois, je sens plus quand je lis à haute voix les poèmes. Ah bon? Je sais pas, quand c'est écrit, quand on regarde comme ça... En fait, les poèmes sont plus intéressants quand ils sont dits. Oui, parce que souvent quand je lis les poèmes de aujourd'hui, je sens plus quoi en fait. Le destin d'une poésie, c'est d'être déclamé. Ah bon, donc c'est pas fait pour être... Pour lire ça comme ça, mais je pense que... Est-ce qu'il ne serait pas intéressant souvent d'organiser ces séances? Oui, mais c'est pourquoi Nelly Dedi, par exemple, organise. Il y a Essie Kelly aussi qui organise ce genre d'événement. Non, c'est pas pour déclamer des poèmes, Yanaka. Mais le Sénac aussi organise aussi des événements. Non, en fait, ce que je veux dire... Il veut parler, par exemple, d'une série de dédicaces où on pourrait déclamer des poèmes. Voilà. Ou bien par exemple, inscrit par exemple même les poèmes même sur un CD. Appeler un auteur, un poète, et puis on déclame ses poèmes. Et voilà. Avec la musicalité. Je pense que tout à l'heure on a dit qu'il faut vulgariser la poésie. Je pense que le président de l'ASI est là. Je pense que le président de l'ASI est là. C'est il a pris bonne note. Il a pris bonne note. Tu me comprends un peu? Oui, très bien. Voilà, très bien. On fait ça comme ça, devant des élèves, devant des étudiants, ils vont aimer. Ils vont aimer la poésie. Parce que quand c'est comme ça, c'est difficile à lire pour eux. Quand ils regardent. Bien sûr. Or, quand on déclame, ça, ils vont sentir ça. Ils vont poser des questions. Ils vont savoir ce que ça veut dire. Et que ça va les encourager à vouloir lire les poèmes. Moi, je pense qu'il faut souvent faire ça. Alors, poésie. Qu'est-ce que tu penses? Alors, moi, je pense qu'il faut lire un texte de Michel Gbagbo, parce que c'est lui qui nous rassemble ce soir. Et donc, je lis le texte qui s'intitule La Lune. Alors, je pense que notre ami, l'excellent musicien Richard Bonac, joue toujours en filigrane. Or, pour qu'on entende la guitare de mon ami Yann, il faut peut-être que notre cher frère Richard Bonac finisse, parce que ça ferait interférence. Mais il joue toujours notre ami Bona. Donc je ne sais pas si Yann sera accessible. Voilà. Maintenant que Bona. Voilà. La lune. Même si la lune ne luit en ma cellule, barrelée de tristes ferrailles alignées, sa cerve chaude, anti-cloche dorée, chante pour moi comme une libellule. Si elle promène tranquillement aux cieux son jaune plumage et son front rieur, lequel illumine le monde d'ailleurs, il m'en parvient toujours un écho facétieux. Quand son baiser furtif touche ma bouche, déesse dissipant les soucis d'ici-bas, je lui murmure, va voir le magistrat, tout bien enroulé dans la soie de sa couche. Michel Gbagbo, La Lune, page 66, Confidence. Je vous remercie. Merci. Alors on voit cet humour, j'ai failli dire cet humour gbagboien qui transparaît dans le texte. La Lune, le dialogue entre le poète et la Lune. Il dit à la Lune, tu me fais la bise, mais va par le magistrat. C'est une parabole. Tu me berces, tu m'embrasses, mais en réalité,
il faut que justice soit faite. Un texte sous des aspects purement ludiques, sous des aspects ironiques, chantonnants, peut être un texte engagé. Oui, tout à fait. Au premier degré, il est question d'un prisonnier qui contemple la lune, qui considère comme une libellule, qui regarde, qui contemple le vent du soir, qui souffle, ou alors qui regarde le ciel étoilé. Mais il y a une satire, il y a une critique très claire de l'injustice. Oui, et c'est ce que j'ai ressenti au plus profond de moi. Alors, j'adore. Bachidi. Président, je voudrais, avant de, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission, mais je voudrais poser quand même une question essentielle qui est d'actualité, c'est-à-dire le rôle du poète dans la société. C'est d'actualité? Oui, d'actualité. Ah bon? Aujourd'hui. Ah d'accord, aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est le rôle du poète dans la société? Quel doit être son rôle? Parce qu'aujourd'hui, on pense que il y a certains qui se revêtent de certains attributs pour affirmer que nous sommes de manière culturelle poètes. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être littéraire, etc. Et que c'est ce qui leur permet de dire que nous, on ne contribue pas en griffe à l'émergence. Donc quel est le rôle Tu ramènes ça au poète. Je ramène parce que chaque fois qu'il faut avoir l'avis d'un poète, d'un écrivain, pour donner des précisions claires sur cette aberration, ou j'allais dire ces idées qui ne sont pas vraies, c'est l'occasion de le faire. Aujourd'hui, le président Guébo est là. Je lui demande son avis. Tu es là, je vais te demander aussi le tien. Moi, Chini, on a déjà parlé de ça. Et ceux aussi, les écrivains qui étaient là précédemment, on avait parlé de ça. Donc, président. Alors, moi, je pense que le poète a une fonction plurielle. Il y a une fonction d'un premier niveau qui est une fonction, j'allais dire, à la limite thérapeutique, ou catharsis. De catharsis. Voilà. Donc, le poète fait un travail de thérapie. Il soigne les gens. Je veux dire, quand on a lu, oui, le poète soigne les gens. Vous savez qu'on subit des souffrances émotionnelles. La vie que nous vivons peut être dure pour les uns et pour les autres. Un bon texte, un texte qui est compris, peut vous apporter une guérison intérieure. Un texte qui est compris. Bien sûr qu'il y a un texte qui est compris. Mais il y a plusieurs façons de comprendre un texte. Parce que les gens pensent qu'il y a une seule façon de comprendre un texte. Je pense qu'il faut sortir de ce regard initial. Tout le monde pense que, enfin, beaucoup de personnes pensent que le texte a une seule façon d'être compris. Non, il y a plusieurs façons de comprendre un texte. Même votre texte, vous pouvez le lire aujourd'hui et le comprendre plus profondément. Bien sûr. Parce que quelquefois, l'inspiration vous dépasse vous-même. Vous le comprenez mieux même avec la distance. Par exemple, vous pouvez parler, on vous dit, vous ne connaissez pas, c'est bien dit. Ça veut dire que quelquefois, le sens de nos propos va plus loin que ceux auxquels on a destiné. On donne un horizon à nos propos, mais ça va plus loin que ça. Oui. Et donc, il n'y a pas un sens universel. Achevé. Il n'y a pas un sens achevé. Et donc, un texte qui est compris de certaine façon peut aider à guérir. Il y a une dimension thérapeutique. Une dimension thérapeutique. C'est le premier élément. Ensuite. Mais ensuite, il y a une dimension, j'allais dire, sociale. Un texte poétique peut être un plaidoyer. Vous savez, le plaidoyer, c'est l'argumentaire qui est destiné à une oreille. Mais pour moi, l'oreille la plus forte chez l'homme, c'est le cœur. Si vous voulez être entendu, il faut toucher le cœur, celui qui vous... C'est le sens le plus... bien sûr. Si vous êtes entendu sans toucher le cœur, vous n'avez pas compris. La meilleure façon d'être entendu, c'est de toucher le cœur de celui à qui vous parlez. Et le poète se destine de toucher aux cordes sensibles, de toucher au cœur des interlocuteurs. Et donc, pour moi, c'est le vecteur le plus certain du plaidoyer. Quand vous devez plaider une cause, on convoque le poète. Donc pour moi, il y a une dimension, j'allais dire purement psychologique, mais thérapeutique, mais il y a une dimension sociale, une dimension qui peut être politique, qui peut être sociale, mais en tout cas, c'est le lieu par excellence du plaidoyer. Et sur le plan économique? Même au plan économique. Comment? Un homme qui est galvanisé peut travailler plus fortement. Un homme qui est gai travaille bien. Ce que vous ne savez pas, enfin ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que même les accroches publicitaires, ce que les gens appellent l'endoctrinement, tous les slogans... Ça revient du domaine de la conception-rédaction. Ah oui, mais on utilise la technique de la poésie. La métaphore y est, l'ellipse y est. Bien sûr. C'est dans la nasse du poète que l'on tisse, que l'on puise pour créer tous les concepts et les slogans qui agitent le monde économique. Ne vous y trompez pas. Toute la publicité puise dans la besace du poète. Toute la politique puise dans la besace du poète. Le beau langage est la meilleure voie du plaidoyer. Et tous ceux qui font des plaidoyers, que ce soit des plaidoyers politiques, des plaidoyers économiques, juridiques, puisent à grande eau
dans la besace du poète. Alors, Benjamin Irié, tu as quelque chose à Ai-je dire? encore besoin de dire que la poésie est utile aujourd'hui? Bien sûr. Ai-je encore besoin de le dire? Non, non, peut-être il faut le répéter à ceux qui Oui, sont ils ne savent pas. Même pour nous critiquer, ils utilisent la poésie. Ah. Quand quelqu'un répète, il est dans l'anaphore. Quand tu nous critiques à répétition, mais son propos est anaphorique, c'est un propos poétique. Il ne sait pas qu'il est poète, il ne sait pas qu'il, du moins il utilise la poésie, mais il n'est pas poète. Pas fraude, tout à fait, c'est un resquilleur. Parce qu'on peut monter dans oui, bien sûr, vous pouvez prendre un transport en commun, ne pas payer. Vous allez vous prétendre, j'allais dire, un usager ou un passager, vous êtes un resquilleur. Certains utilisent la poésie de façon usurpée, ils sont des resquilleurs. Mais ils utilisent la poésie, ils ne savent pas cela. Ouais. Mais c'était l'occasion de leur dire. Benjamin Irié, tu as quelque chose à ajouter? Bien sûr, je ne peux pas me taire parce que j'aime la parole. Tu aimes aussi la liberté. Oui, bien sûr. Je pense que mon président, il a parlé de façon très précise et concise. Mais je voudrais dire aussi que, tu sais, je me ramène chaque fois à l'ancien temps. Je me dis que le poète, c'est celui qui utilise la parole. C'est le maître de la parole. Aujourd'hui, les poètes, ils écrivent. D'accord? Tout le monde ne peut pas lire. Tout à l'heure, on a parlé du côté hermétique, certaines choses. Je dis non, c'est destiné à une certaine classe de personnes. Si le poète a la parole comme outil de travail, s'il est maître de la parole, si c'est celui-là même qui fait sortir la parole qui est bien et qui touche le cœur, qui emmène les gens à l'action, je pense que le poète est utile dans la société. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut parler aux gens. Si nous avons une société qui n'aime pas lire, si nous avons des intellectuels qui ont peur des livres, il est important de parler à ces intellectuels-là. Au moins, ils n'ont pas les oreilles fermées. Donc, il est important que le poète aujourd'hui se lève et joue le rôle de griot de type nouveau, comme je le dis toujours. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez par exemple, mon président a eu un prix, Outansi, Lampituza. Oui, ce qu'il dit, c'est très important. Très important. Mais c'est dans le livre. Oui. Il faut un griot de type nouveau pour faire ressortir ce que Josué a écrit dans le livre, pour que les gens puissent comprendre. C'est ce que je dis, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ils sont là, ils n'aiment pas lire, qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense que le poète est utile, mais il faut qu'il pense comment il doit agir à présent. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, merci Benjamin Irié. Bon, nous sommes à la fin chers auditeurs, nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons recueillir vos derniers mots. Alors, Mochini, je commence par toi. Le président a tout dit, hein. Donc, c'est déjà le féliciter avant tout. Et puis, plein de succès aussi à lui et à tous les écrivains. Voilà. Merci, cher frère. Alors, merci Mochini. Aîné Benjamin Irié. Merci. Le griotique, c'est ça? Oui, bien sûr, le grioticien. Le grioticien. Merci, je suis très heureux. Je pense que c'est une très bonne émission. Merci. Je félicite également le président Josué Guebo. Et je lui dis que nous sommes aussi à son école, parce qu'il est notre président. Il faut qu'il nous aide à aller de l'avant et qu'on ait aussi des prix. Comme lui. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, merci d'avoir Mon micro marche-t-il? Je vous en prie. Oui, vas-y. Tout à fait, ça arrive avec le prix. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On espère te voir le dimanche prochain aussi avec Kajim. Si Dieu le veut. Ok. Alors, Brésil. Oui, alors ce que je peux dire, c'est qu'on est bien à bien-être. Oui, bien-être procure le bien-être. Et nous avons pu le réaliser une fois de plus encore aujourd'hui. Je tiens à remercier toute cette maison-là, toute l'équipe de bien-être, mais l'équipe littéraire du bien-être aussi en particulier. Remercier notre frère qui est à la partie technique, chacun de nous, saluer mon frère Mancini, que je retrouve avec beaucoup de joie et de plaisir, mon frère Benjamin Iri, et tous nos amis qui nous écoutent de par le monde. Parce que pour moi, une œuvre de ce type-là, ce que nous faisons une émission, peut être écoutée aujourd'hui comme demain. Bien sûr. Donc ceux qui nous écoutent, et nous écouterons. Bien Nous sûr. sommes très heureux de vous avoir comme auditeurs. Je salue tous les écrivains qui sont à l'écoute, et je leur dis que nous sommes très heureux d'être avec eux, d'être l'un de leurs. Nous sommes heureux et qu'ensemble, nous pouvons arriver le plus loin possible. En tout cas, je suis très heureux d'être là ce soir. Merci. Nous prions d'être là prochainement avec Michel et à notre rencontre. Vraiment que se multiplie ce type d'initiative qui est vraiment le plus heureux pour chacun de nous. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que cela se multiplie pour le plus grand bien de l'aide ivoirienne. En tout cas, merci à toi, frère. Alors, merci, Président. Mais je voudrais te demander, c'est quand Tu as dit le mot de fin, non? Oui, mais avant de terminer, Président, c'est quand tu pars en fait? C'est quand tu pars pour ton prix? Je reçois le prix le octobre, 16. Non, pas en octobre. C'est maintenant. Le 16 c'est août. maintenant. Le samedi prochain, dans une Aujourd'hui, semaine c'est à peu le près. Oui.
dans une semaine, le samedi prochain. Alors, tous les auditeurs t'accompagnent. Oui. En esprit. On est avec toi. Merci beaucoup, frère. Et après, à ton retour, on va inaugurer ce prix-là. Il n'y a pas de problème. Faut pas prendre le risque de dire que tu vas fêter ça. Parce que c'est non, j'ai pas pris le risque de fêter. Je vais vous envoyer. Il a 10 000 euros. Je demande seulement 500 euros. Non, 10 000 $. Il a 10 000, peu importe, dollars, euros. C'est 10 000 $. Bon, 10 000 $. Parce que là, tu augmentes en euros. Bon, 10 000 $. Je demande seulement 500 $. Là, tu commandes, là. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Peu importe, c'est mon président. Alors, Président, on va te recevoir ici. Oui. Pour inaugurer, en fait. Ici. Merci, frère. Merci, frère. Pas de problème. Ok, alors, chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Nous sommes à la fin de l'émission et nous allons programmer une autre fois Michel Gbagbo dans son livre Confidence. La semaine prochaine, nous recevons Kadim avec d'autres auteurs, dont Benjamin Irié, Enza Bamba, et puis Manchini de Fela, et puis Soale Cheikh Amidou. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Vous êtes passionné de livres? Suivez Bien-être littéraire, votre émission de littérature sur Radio Bien-être, tous les dimanches de 14h30 à 16h. Échangez avec des écrivains et recevez en bonus des livres dédicacés. Présentation Yann Aka. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, vient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'endors. Donnons toujours une chance à la paix. Donnons toujours une chance à la paix. Donnons toujours une